L'arme de l'Inde, île resplendissante. Le Sri Lanka, l'ancienne Ceylan, a de multiples surnoms tous mérités. Avec ses plages, ses plantations de thé et ses sites historiques, cette île de l'océan Indien offre une riche palette de sensations. Ses 20 millions d'habitants parlant singalais ou tamoul ont connu une histoire récente tourmentée et souvent tragique, mais ouvrent volontiers les portes d'une contrée merveilleuse aux richesses culturelles et naturelles souvent insoupçonnées. Proche de l'Inde et au cœur d'un ancien réseau maritime de centaines de routes commerciales, l'île a de tout temps attiré la convoitise d'envahisseurs, de marchands, de missionnaires venus d'Inde, d'Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient puis d'Europe. Kandy, l'ancienne capitale singalaise, reste le symbole de ses origines multiples. Elle se situe au centre de la partie la plus large de l'île, dans le sud. Après avoir résisté 3 siècles aux Portugais et aux Hollandais, Kandy tombe aux mains des Britanniques en 1815. En ce mois d'août, dès le début de la journée, la population se dirige vers le temple pour assister à l'Esala Perahera, la plus spectaculaire procession religieuse d'Asie avec sa centaine d'éléphants. C'est dans ce temple qu'est conservée la plus importante relique bouddhiste du pays, une dent du Bouddha. Cette dent sacrée aurait été dérobée sur son bûcher funéraire en 483 avant Jésus-Christ et apportée au Sri Lanka au IVe siècle, cachée dans la chevelure d'une princesse. Au fil du temps, la dent devient un symbole de souveraineté pour les différents rois et envahisseurs qui vont se succéder à la tête du pays. Celui qui détenait la dent avait le droit de régner sur l'île. Dès le début de l'après-midi, on se prépare pour la Perahera. Musiciens et danseurs ont tous répété studieusement afin d'être prêts pour ce qui constitue le temps fort de tout un pays. Tout à côté, la présence de l'ancien palais royal indique l'importance religieuse et symbolique accordée à la relique. Dans le bouddhisme, l'éléphant est un animal sacré. Ici, certains sont connus par leur nom pour avoir participé à de nombreuses processions. Tout l'après-midi, les éléphants sont bichonnés avant de revêtir leur tenue d'apparat. Celui-ci, c'est Odiwapu. Âgé de 60 ans, il est l'un des plus connus. Je m'occupe de lui depuis 15 ans. Il ne travaille plus. Il ne participe qu'à des processions religieuses. Au crépuscule, Odiwapu, après s'être incliné devant le temple, va entrer dans une pièce spécialement conçue pour sa préparation et revêtir ses habits d'apparat. Les tenues ont été réalisées sur mesure par une armada de couturiers. Broderie, pierre, brocart, rien n'est trop beau. Le pétard indique l'arrivée de l'éléphant sacré qui portera la dent. Une fois la relique placée sur son dos, il sort du temple et va attendre la fin de la procession pour à son tour défiler devant les milliers de personnes qui l'attendent.
La fête aura duré 10 jours et la dernière nuit est la plus importante. Des milliers de danseurs et de percussionnistes accompagnent les éléphants, qui sont cette année pas moins de 80. Le cortège fait d'abord le tour de l'enceinte du temple, où une foule compacte suit la procession qui partira ensuite en ville à travers les rues. Certains éléphants, les vieux habitués, défilent même en rythme. Le moment le plus attendu arrive enfin. Entouré de plusieurs éléphants et d'une centaine de danseurs, l'éléphant sacré avance. Tel un roi, le directeur du temple ferme la marche. À l'extérieur de Kandy, dans le calme de la campagne, le domaine d'El Pitia reflète parfaitement l'art de vivre des siècles précédents. Située au cœur d'une plantation de thé, cette demeure a été construite en 1875 par la famille Panaboke. Padmi Panaboke, qui dirige encore l'usine de thé, a décidé d'ouvrir sa demeure aux visiteurs et la transformer en maison d'hôtes. On l'appelle de deux façons. Une maison familiale ou une propriété de plantation de thé. Mais je l'appelle une demeure historique car il y a beaucoup d'histoires ici. Et ainsi va le temps. La famille Panaboke a même reçu les honneurs de l'Empire britannique à Kandy, à l'époque où l'île s'appelait encore Ceylan. Nous rejoignons la côte ouest à la hauteur de Negombo. Autrefois, on cultivait ici du riz, mais les champs ne résistèrent pas à l'inondation d'eau de mer qui fit suite à la construction d'un canal par les Portugais. Muturajavela est aujourd'hui une étendue marécageuse qui abrite une population de hérons pourprés, de cormorans et de varans. Le marais est de faible profondeur et malgré la pression immobilière et industrielle alentour, il possède encore suffisamment de poissons pour intéresser les pêcheurs dont certains pêchent à main nue. Cette partie de l'île est catholique. Les Hollandais et les Portugais se sont disputés la ville, qui était un centre de production de cannelle important. L'entrée de la lagune de Negombo s'anime chaque fin de matinée par le ballet des pirogues, les Oruva, qui rentrent de la pêche. Les prises ne sont pas spectaculaires, souvent du menu fretin, et parfois, pour les plus chanceux, des crabes, voire des langoustes. Les Hollandais ont fortement influencé la région, notamment par la construction de canaux qui reliaient Negombo à Colombo au sud et à Puttalam au nord. 120 km de voies navigables leur permettaient de charger les épices, notamment la cannelle.
Aujourd'hui, ces canaux subsistent tant bien que mal. Aux portes de Colombo, la capitale, ils sont des lieux de promenade animés. Dès le 5e siècle, Colombo constituait une escale pour les navires marchands entre l'Asie et l'Occident. Arabes, Portugais, Hollandais se sont tous intéressés à la ville. Mais ce n'est qu'à l'arrivée des Britanniques que le port est devenu une cité, proclamée capitale de Ceylan en 1815. L'empreinte architecturale de la ville reflète d'ailleurs le style des occupants successifs. Toujours en pleine croissance, son agglomération dépasse désormais les 5 millions d'habitants. Plusieurs quartiers historiques sont restés tels qu'ils pouvaient l'être à l'époque coloniale, comme Slave Island, où les Hollandais parquaient les esclaves. Le port de Colombo fait partie des grands ports à conteneurs du sud-est asiatique et reste une façade maritime et économique importante. Dans le quartier du port, la ville a pris soin de son patrimoine architectural et a rénové plusieurs bâtiments emblématiques. Le quartier du fort est en pleine rénovation, comme le World Trade Center qui domine la ville. À ses pieds, l'ancien hôpital hollandais qui datait des années 1600 a été restauré et abrite boutiques et restaurants. Le train a toujours été un mode de transport important, que ce soit pour le transport du thé ou des passagers. Cette gare, qui n'était jadis qu'une gare secondaire, a été construite sur un ancien lac et date de 1917. En 1864, les trains s'arrêtaient à la gare centrale qui n'existe plus aujourd'hui. Dans le quartier de Peta, le bazar s'étale sur plusieurs rues dans une cohue organisée. Chaque secteur a sa spécialité. Cross Street pour les bijoux, un peu plus loin ce sont les fleurs en plastique, et vers Bankshall Street, les vêtements. Les bâtis sont des beignets que l'on grignote à longueur de journée. En fin d'après-midi, les familles aiment à se retrouver à Gaale Face Green, une immense esplanade dégagée par les Hollandais pour installer des batteries de canons face à la mer. Lorsque la brise n'est pas trop forte, la jetée est envahie par les cerfs-volants. En quittant Colombo vers le sud, le port de Berouala est l'un des plus emblématiques de cette partie de l'île. Ce matin, les bateaux sont nombreux à revenir après une campagne de pêche qui a duré 1 mois. Ce bateau a les cales pleines de bonites conservées dans le sel.
Ici, c'est du poulet de mer, nom donné à ce poisson dont la chair et le goût ressemblent étrangement à ceux du poulet. Ils seront ensuite séchés et salés au soleil. En poursuivant notre route sur la côte sud, voici l'une des plages où les tortues viennent pondre leurs œufs la nuit. À Kosgoda, dans ce centre dédié à la préservation de l'espèce, on accueille toutes les tortues, y compris celles blessées par des hélices de bateaux ou des filets de pêche. Mais les efforts sont concentrés sur les œufs que les pêcheurs récoltent pour quelques roupies et donnent aux riverains qui les mangent. Le centre les leur achète 10 voire 15 roupies afin de les faire éclore. Après une période d'incubation dans le sable d'environ 50 jours, les petites tortues vont de bassin en bassin de croissance pour être ensuite lâchées en bord de mer. Ça, c'est une tortue à écailles. On l'appelle aussi imbriquée parce que vous pouvez voir, les écailles sont imbriquées dans la carapace. Elle vaut très cher. Les gens la recherchent pour faire des bijoux et de l'artisanat. Un peu plus loin, nous changeons d'univers pour celui des masques. Le musée de l'Ariapala est tenu par le fils du célèbre sculpteur de masques du même nom. Ils sont omniprésents dans la culture célanaise, notamment dans des danses censées faire fuir les esprits malins qui causent des maladies. Ils sont sculptés dans du balsa, un bois tendre et léger que l'on scie d'abord en un bloc. Un assistant va commencer à le dégrossir. Le sculpteur, quant à lui, réalise quasiment tous ses travaux de mémoire et sans modèle. Je dessine d'abord les yeux au crayon comme point de repère. Ce masque représente une danse. Elle représente Sunya Raksuni. On l'utilise pour éloigner les maladies de l'esprit. On n'utilise pas de médecin ici. Dans ce cas, on danse. En poursuivant la route vers la pointe sud, apparaît au loin dans la brume le fort de Gaale. Gaale évoque une cité médiévale européenne transférée sous les tropiques. Certains historiens pensent que Gaale pourrait être Tarshish, la cité où le roi Salomon se procurait pierres précieuses et épices. D'autres, plus nombreux, estiment qu'il s'agissait d'un port espagnol. Avec la beauté fanée des bâtiments hollandais, Gaale est une des rares villes historiques de l'île à être restée active et dynamique. Si après la construction du fort au XVIIe siècle, Gaale est resté pendant 200 ans le principal port de l'île, l'avènement de Colombo au XIXe siècle la relégua au second plan. Comme dans n'importe quel village, le moindre espace est utilisé pour pratiquer le sport roi, le cricket, dont la subtilité des règles n'est appréciée que des anglo-saxons. Toute cette partie de la côte a payé un lourd tribut lors du tsunami de 2004. L'eau a déferlé jusqu'à 3 km à l'intérieur des terres, faisant 30 000 morts et de nombreux blessés.
mais la vie a repris le dessus. L'île est généreusement arrosée par 2 types de moussons. Et les étals regorgent de fruits et légumes, quelle que soit la saison. Le poisson, lorsqu'il est proposé frais, sort directement du bateau. Absence de réfrigérateur oblige. Le poisson est couramment vendu boucané, intégré tel quel dans des soupes ou encore râpé sur des salades ou du riz. Unawatuna fait partie des plages prisées dans le sud par les touristes. Elle souffre du phénomène commun à toutes les îles. La montée des eaux provoque une érosion progressive des plages qui tendent à disparaître peu à peu. De l'autre côté, l'eau est encore bien présente. Le lac Kogola est le plus grand lac du Sri Lanka. Un havre écologique bienvenu où vit Nimal da Silva sur une petite île. Son immense jardin regorge de fruits et de plantes. Il se sert en fonction de ses besoins. Mais sa spécialité, c'est la cannelle, une des épices reines de l'île. Il faut 5 mois pour obtenir un arbuste comme celui-ci. Je fais ensuite sécher les écorces pendant 5 jours au soleil. Une fois tamisée, la poudre sera vendue aux touristes de passage, de quoi subsister tranquillement dans son jardin d'Éden. À Ahangama, l'image traditionnelle de ces pêcheurs se fait de plus en plus rare. Les grands navires croisant au large ont appauvri la ressource et les petits bateaux sont également nombreux à partir. Alors pour une petite friture, on vient encore s'installer dans cet équilibre précaire. Encore plus au sud, à Wellingham, on pêche sur des pirogues à balancier pour pouvoir franchir la barre de vagues qui peut certains jours être très haute. Aidé par d'autres pêcheurs, l'équipage va remonter le bateau au sec au prix de gros efforts. Effort d'autant plus vain qu'aujourd'hui le bateau rentre les cales vides. Un peu plus au sud, Mirissa est une plage recherchée. Le tsunami a été moins brutal. L'eau n'est rentrée qu'à 500 mètres dans les terres et la nature a repris le dessus. Voici Talala, quasiment la pointe sud de l'île. Un écrin curieusement peu fréquenté, hormis par quelques familles qui connaissent son charme et son calme.
Au Sri Lanka, le mariage est une affaire sérieuse et tout un business. Les familles dépensent beaucoup en frais de réception, faste et animation. Ici, un jeune officier de l'armée et sa jeune épouse ont le privilège d'être accompagnés par une troupe de danse réputée. Nous entrons maintenant dans les terres pour nous diriger vers le nord. Le paysage change radicalement. On pourrait se croire dans la savane africaine. C'est la réserve de Ouda Walawe. Ce parc national s'étend sur 308 km² autour de son lac réservoir. Et outre des buffles, varans et autres reptiles, on vient y voir les éléphants. Ils sont 500 dans ce parc, mais ils étaient encore plus de 10 000 le siècle dernier à vivre à l'état sauvage. Ils ont été décimés pour le commerce de l'ivoire, mais aussi au début des années 2000 par les paysans qui protègent leur culture et leurs habitations. Leur habitat naturel s'est donc restreint. À cela, il faut ajouter le danger que représentent les mines laissées par la guerre. Aujourd'hui, le nombre de réserves s'est multiplié et la population s'est stabilisée. On estime que les éléphants sauvages ne sont plus que 3 à 4 000 individus. Le parc, au pied des premières chaînes de montagne, est un havre de paix pour les oiseaux, où les grues cohabitent avec des crocodiles qui somnolent. Voici les premières plantations de thé. Son apparition au Sri Lanka coïncide avec la disparition du café causée par une maladie au XIXe siècle. Les premières plantations commencèrent à apparaître en 1867 et firent ensuite la fortune d'un certain Sir Thomas Lipton. La légende du thé de Ceylan était née. Troisième producteur mondial, l'île a fortement empiété sur sa forêt pour privilégier l'expansion du thé. Cette réserve forestière de Sinharaja a permis de préserver une vaste zone de crête au cœur de la zone humide. Malgré les assauts sauvages de bûcherons dans les années 1970, la forêt primaire a finalement repris le dessus. Orchidées sauvages, fougères et aussi lianes démesurées, toutes ces plantes anciennes s'épanouissent dans une forêt étroitement surveillée. Avec un peu de curiosité, on peut distinguer un millepied dont la piqûre peut s'avérer dangereuse. Lézards, grenouilles et sauterelles se confondent tous. Même la vipère locale connaît toutes les astuces du camouflage pour faire la sieste tranquillement. Et ce ne sont pas les singes qui se plaindront d'avoir à leurs pieds une pharmacopée unique dans l'île avec un éventail exceptionnel de plantes médicinales dont la récolte est surveillée de près. De Sinharaja à Ratnapura, la région est réputée pour ses pierres précieuses. Les mines sauvages, très artisanales et d'une sécurité on ne peut plus précaire, pullulent. Pour étayer les puits et les galeries, on taille le bois trouvé à proximité. Ensuite, les plus jeunes et les plus intrépides vont descendre dans des boyaux étroits. Je commence le matin vers 8 heures jusqu'à environ 5 ou 6 heures de l'après-midi.
Depuis 2 semaines, nous n'avons rien trouvé. Il nous arrive parfois d'avoir un mois sans aucune pierre. C'est aussi un peu la chance qui intervient. Les paniers de terre et d'argile vont être entreposés pendant plusieurs jours avant d'être passés à l'eau et au tamis pour trouver ces fameuses pierres. En attendant, ce monticule sera gardé nuit et jour. À quelques kilomètres de là, à Ratnapura, on comprend mieux la fièvre qui règne. Toute la matinée, on négocie à même la chaussée saphir jaune, saphir bleu, perles de lune et autres minéraux précieux. Marchands et tailleurs de pierre peuvent en un coup d'œil évaluer la pureté et donc la valeur d'un saphir à l'aide d'une torche. Le plus étonnant, c'est que tout se passe dans le calme, sans garde et sans armes. Au Sri Lanka, le thé se cultive à 3 niveaux, en vallée, en moyenne altitude et en haute altitude dans le district de Nuvaraliya. Ici, dans les environs de Ratnapura, on cultive le thé de basse altitude. Le domaine de New Vitanakande a été créé dans les années 1940. Un pari à l'époque alors que la plupart des plantations étaient situées en haute altitude. La maison du propriétaire, construite dans le style britannique du siècle dernier, domine la plantation. Navaratna Pilapitiya est l'héritier du fondateur. Il exporte une bonne partie de sa production vers l'Europe et le Moyen-Orient. Avec 1600 tonnes par an, il a su donner un nouvel élan à l'usine. Le principal souci d'Ananda, son directeur général, est d'imaginer comment intéresser les jeunes à la culture du thé. Toutes ces cueilleuses sont âgées. Les plus jeunes préfèrent s'orienter vers des métiers tertiaires, moins fatigants et plus valorisants. Ce qui fait vivre la majeure partie des usines, c'est le thé ordinaire que l'on vend en sachet prêt à consommer. On utilise de larges feuilles et son goût doit être identique tout au long de l'année. Pour des thés plus fins et plus subtils, on ne cueille que les derniers bourgeons de la plante. Ce thé destiné au sachet est prêt à être emballé pour partir ensuite vers la Russie ou le Moyen-Orient. Pour les thés haut de gamme, Ananda organise régulièrement des dégustations pour évaluer les arômes que dégagent les récoltes en cours. Ce sont ces thés que certaines grandes maisons européennes viennent chercher pour leurs clients exigeants. Une brève aspiration et Ananda va pouvoir ainsi percevoir les différentes notes qu'expriment les échantillons et vérifier qu'ils correspondent bien aux attentes des clients. Après le thé, le riz occupe la plupart des champs cultivés. Il est présent à tous les repas, tout comme les currys de légumes. Kanti Kulatunga est une fine cuisinière. Sa grande spécialité est le curry de haricots verts. Je vais préparer un curry de haricots verts. Voilà, je prends mes haricots verts frais que je viens de cueillir et je les coupe de cette manière. Voilà des feuilles de curry. Là, je vais couper un oignon
et de l'ail. Maintenant, je prends du piment vert, du safran et de la poudre de curry. Je rajoute un peu de poudre de curry rouge et je vais le faire mijoter pendant 15 minutes. Tout en progressant vers le nord, nous atteignons le début des zones de thé de haute altitude. Aputale, à 1500 mètres, est à la lisière sud des régions montagneuses. Les pentes sont abruptes et souvent dans la brume. Une voie ferrée longe toute la ligne de crête, où le train est encore utilisé par tous les employés des plantations, comme ici, à Nanuoya. La grande majorité des travailleurs sont tamouls. Ce sont les propriétaires britanniques dans les années 1870 qui les ont fait venir du sud de l'Inde, car les Cingalais montrent un faible attrait pour la culture du thé. Aujourd'hui, le thé emploie encore plus d'1 million de personnes, avec le plus souvent des salaires de misère et des conditions de travail précaires. Nuwara Eliya est à 1900 mètres d'altitude. Surnommé la Petite Angleterre, le village était autrefois la villégiature favorite des pionniers anglais et écossais de l'industrie du thé, séduits par la fraîcheur du climat. Des bâtiments surréalistes surgissent de la brume. La poste est encore en activité pour une région qui vit aussi bien du thé que du tourisme. Le district a été longtemps réputé pour la culture des légumes et des fruits, comme la salade et les fraises destinées aux colons. L'explorateur et écrivain Samuel Baker, arrivé en 1846, fit de Nuwara Eliya sa résidence estivale. Grand amateur de légumes, il introduisit d'innombrables variétés. Autour des plantations de thé, cette culture potagère est restée très active. Dans la région montagneuse autour de Horton ou de l'Adams Peak, le ciel est rarement dégagé de mai à octobre. Dès le mois de décembre commence la saison des pèlerinages, notamment vers le plus haut sommet, l'Adams Peak, à 2243 mètres d'altitude. Le Sri Lanka était habité bien longtemps avant la venue des Cingalais ou des Tamouls. Ses premiers habitants, appelés Vedas ou chasseurs, seraient arrivés sur l'île il y a quelques 18 000 ans. Ils ont longtemps vécu dans un quasi-anonymat. Warish Wanilatu, le chef de ce village Veda, reçoit les visiteurs. Voyant sa communauté aborigène disparaître peu à peu, il a eu l'idée, il y a une vingtaine d'années, de faire reconnaître son ethnie par le gouvernement et d'en faire partager sa culture et ses coutumes.
Le chef a commencé à mettre en place, dès 1968, un projet visant la reconnaissance par le gouvernement de notre existence et de notre culture. Ce n'est que bien après que nous avons mis en valeur notre village et que nous avons organisé des visites. Après des chants et des danses traditionnelles, les Védas se mettent en chasse. Les maigres subsides qu'ils en retirent leur permettent d'échapper à la disparition complète. Nous quittons les plaines des Védas pour nous diriger vers le nord, en direction du centre de l'île. Nous sommes à Dambulla. Le temple du rocher royal est une image emblématique du pays. C'est une région qui, semble-t-il, a été habitée dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, et Dambulla fait partie des lieux de pèlerinage importants au Sri Lanka. L'immense statue dorée de Bouddha, de 30 mètres de haut, qui accueille les visiteurs, n'est là que pour marquer l'importance du site dont l'essentiel se situe au-dessus, au fait d'un bloc de granit de 160 mètres de haut. Les visiteurs doivent grimper toute une série de marches pour accéder à 5 grottes. L'histoire du site remonte au 1er siècle avant Jésus-Christ, lorsque le roi Valagambahu, chassé par les Indiens du Sud, y trouva refuge pendant une quinzaine d'années. Lorsqu'il retrouva son trône, il fit sculpter et décorer l'intérieur des grottes, faisant d'elles de magnifiques temples troglodytes auxquels les rois qui lui succédèrent apportèrent des améliorations. 150 représentations de Bouddha sont réparties dans les grottes. Les plafonds sont magnifiquement décorés et ont résisté aux assauts du temps malgré les nombreux visiteurs. Les peintures murales datent des XVIIe et XVIIIe siècles. À une vingtaine de kilomètres à vol d'oiseau, Sigiriya est à la fois une forteresse et un ensemble sacré. D'un point de vue écologique, Sigiriya est le bouchon de lave d'un volcan éteint et depuis longtemps érodé. À ses pieds et datant du 5e siècle, des jardins d'agrément avec au sommet les ruines d'un palais qui dominait la jungle et les plaines alentours. Le palais était sophistiqué et possédait plusieurs piscines dont une au sommet. En progressant vers le nord-est, voici une autre capitale historique de l'île, Polonnaruwa. Il y a 800 ans, c'était l'un des plus grands centres urbains du sud de l'Asie. On trouve les traces de cette gloire passée dans les vestiges archéologiques de la ville. Ne subsistent que les socles et les colonnes de ces temples ou bâtiments. Tout le reste était en bois et s'élevait sur plusieurs étages, souvent incrustés de pierres précieuses. Durant 3 siècles, Polonnaruwa fut la capitale de la dynastie Chola et du royaume singhalais. Elle atteignit son apothéose vers 1155, quand le roi fit ériger de gigantesques monuments et dessina de superbes parcs. Le site de Gal Vihara marque l'apogée de la sculpture de pierre au Sri Lanka, avec ses magnifiques Bouddhas sculptés à même la paroi rocheuse.
Nous sommes dans le centre-nord de l'île, à Anuradhapura, une des capitales historiques du Sri Lanka. Comme dans toutes les villes de l'île, les feuilles de bétel font l'objet d'une consommation importante et particulière. La noix de bétel, issue de l'aréquier, est découpée en morceaux. Des marchands ambulants la mélangent ensuite avec du tabac et de la chaux que l'on mastique pendant des heures, colorant la bouche de rouge. Elle possède surtout un effet excitant considéré comme un stupéfiant. Cette pratique est très courante dans tout le sud-est asiatique. Les pois chiches cuisinés avec des piments sont un des plats que l'on mange volontiers sur le pouce. Mais on vient surtout à Anuradhapura en pèlerinage. Créée au IVe siècle avant Jésus-Christ, c'était une des villes monastiques les plus importantes au monde, notamment au moment de l'émergence du bouddhisme. Le dagoba de Jetavanarama, lors de son édification au IIIe siècle, était le troisième plus haut monument du monde après les pyramides d'Égypte, avec ses 100 mètres de hauteur. Le rectangle à son sommet renferme des reliques du Bouddha, une ceinture et des assiettes. Un peu plus loin, les bassins de Kutam Pokuna servaient probablement aux bains des moines du monastère tout proche. Ils étaient particulièrement sophistiqués pour l'époque avec leur système de circulation d'eau. Le site historique de la ville fait l'objet de fouilles permanentes. Enseveli sous la terre et la végétation, le plus fameux dagoba, celui de Ruvanelisaya, n'a été découvert qu'au siècle dernier. Devant chaque édifice religieux, on propose des fleurs de lotus, un symbole religieux. Le lotus blanc représente la perfection spirituelle du Bouddha. Après avoir été ouvert, il est déposé en offrande sur un autel devant le temple. Le dagoba de Ruvanelisaya est l'œuvre du roi Dutugemunu, mais il a été restauré et ne fait plus que 55 mètres de haut, alors qu'à l'origine, il en faisait 90. Tout comme son voisin, l'intérêt religieux de l'édifice est dans le reliquaire situé à son sommet, qui contient des assiettes ayant appartenu au Bouddha. C'est un lieu de méditation majeur. Tout aussi important, à une centaine de mètres du dagoba, l'arbre Bo, l'arbre de la connaissance, provient d'une branche coupée de l'arbre sous lequel Bouddha connut l'illumination en Inde et qui fut apporté au Sri Lanka il y a plus de 2000 ans. Le fil blanc que tend le prêtre a été béni. Il est destiné à éloigner le mauvais œil pendant 3 jours. Avant de partir, les visiteurs allument des bougies qui représentent les enseignements de Bouddha et éclairent le chemin du fidèle. À l'extérieur de la ville débute la deuxième récolte de riz de l'année après celle de mars. Au Sri Lanka, l'espèce principalement cultivée est appelée indica, au grain allongé, mince et plat. Nous rejoignons la côte est à Trincomalee, au bord de l'océan Indien, une zone humide où les martins-pêcheurs se régalent. Les plages ont retrouvé leur calme et leur attrait après le conflit qui a déchiré le pays jusqu'en 2009 entre les tigres tamouls et l'armée sri-lankaise. Les blessures restent vives entre les communautés. On estime qu'entre 80 000 et 100 000 personnes auraient péri pendant le conflit.
À l'autre extrémité de la baie de Trincomalee, c'est le Swami Rock, une falaise haute de 130 mètres avec un des 5 temples du Sri Lanka dédié à Shiva et construit pour protéger l'île des catastrophes. Le temple a été reconstruit à plusieurs reprises et à l'extrémité du rocher, on vient encore prier dans les vestiges de l'ancien site qui pourrait dater des années 300. Trincomalee a beaucoup souffert pendant la guerre. La présence militaire reste importante, mais son port de pêche très actif lui a permis de prendre un nouvel élan. La relance de toute la péninsule nord pourrait bien venir des touristes, attirés par ces nouvelles plages encore préservées. C'est ainsi que s'achève notre périple dans cette île qui, bien que marquée par la guerre et le tsunami, a retrouvé toute sa sérénité. Une île qui attend encore que ses trésors soient découverts.